est-ce que, encore une fois, il a fallu faire preuve de discernement hier, Grégory Joron, faire la part entre les jeunes qui ont envie de vivre, de faire la fête, et après, voilà, encore une fois, le maintien de l'ordre? Oui, c'est l'exercice difficile de l'équilibre entre l'acceptation sociétale de ce qu'on peut faire, de la période évidemment très compliquée pour notre jeunesse, hein, qui sort quand même hyper frustrée d'avoir passé une année enfermée, et les beaux jours reviennent, et on peut comprendre leur envie aussi. Après, il reste en face des règles sanitaires qu'on nous demande, nous, policiers de terrain, en tout cas pour mes collègues, d'appliquer. C'est jamais facile. Globalement, ça se passe bien souvent, et malheureusement, dès lors qu'on n'a pas d'obéissance, ou en tout cas, en plus qu'on fait l'objet de jets de projectiles, on doit manœuvrer et faire en sorte de disperser. Donc quand ça se passe bien, tant mieux. Quand ça se passe pas très bien, je pense qu'il faut quand même aussi faire preuve de discernement. Hier, il n'y a pas eu, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est important, mais il n'y a pas eu d'affrontement hyper musclé. Ça, c'est, voilà, les gaz lacrymogènes, c'est les gaz lacrymogènes, mais ça s'est pas si mal passé que ça. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, monsieur Joron, peut-être que vous avez il y a un vrai motif à envoyer des grenades lacrymogènes. Je pense qu'on vous demande l'impossible, et que ça me paraît un peu superflu. Sauf si vous me dites que les jeunes se sont mal comportés, auquel cas c'est moi qui suis dans l'erreur. Il y a plusieurs éléments. Il y a un cadre légal quand on intervient. Les grenades lacrymogènes, c'est simplement parce qu'on a une autorité civile. C'est le commandement légitime, l'ordre de la loi qui nous commande simplement et qui nous dit d'engager la force publique. Vous n'avez pas fait ça de votre propre initiative, je suis d'accord avec vous. On en a rarement. Rarement et heureusement. Je trouve que... Des initiatives surtout sur les affaires de maintien. C'était la fête de la musique. Heureusement, on en a peu d'initiatives. On est sur ordre. Allez, moi, je me serais abstenu si j'avais été préfet de police, mais c'est pas demain la veille. Non, parce que j'entendais enfin, excusez-moi, monsieur Fenech, mais monsieur Fenech, pardon, vous avez dit pourquoi encore gazer ces jeunes. Encore une fois, je pense que l'usage du gaz lacrymogène hier, à mon avis, il est cadré simplement par le fait que, on ait demandé la dispersion. Comme je l'ai dit, c'est l'ordre de la loi, le commandement légitime. Mais deux, je pense que surtout, ils ont été engagés dès lors que mes collègues ont fait l'objet de jets de projectiles. Donc moi, je veux bien qu'on charge, après on va nous dire c'est trop violent. Je veux bien qu'on se barre, mais après on va nous dire on ne tient pas là. Vous avez mal compris. Ça sert à rien. Je ne mets pas en cause, évidemment, l'usage. Voilà, mais en envoyant la force publique au milieu de ces rassemblements de jeunes, on sait que ça va mal se terminer. Et qu'il y aura forcément du gaz lacrymogène derrière. Je suis d'accord. Là où on se rejoindra, c'est la question de la règle et l'acceptation. On est d'accord. C'est ce que j'ai voulu dire. Je ne remets pas du tout en cause votre action. Je peux vous assurer, j'ai eu une précision. On a quand même des fonctionnaires qui ont donc commencé à 17h sur le terrain, qui ont dû prendre leur service à 15h et qui ont fini à 4h30 du matin en courant dans le bois de Vincennes et dans la boue pour aller chercher des jeunes qui étaient au milieu du bois avec de la musique. C'est ça la réalité. Et est-ce que c'était vraiment utile d'aller au milieu du bois de Vincennes chercher des gamins qui faisaient... Chacun y mettra son avis. Mais voilà. Moi, je ne suis pas sûr, non, mais encore une fois, mes collègues sont des agents d'exécution. Alors on a, j'ai déjà dit ici plein de fois, on a tous notre analyse, notre libre arbitre, notre regard sur la société et sur ce qu'on nous fait faire. Maintenant, on est des agents d'exécution. Absolument. Vous n'avez absolument pas le choix. Ce soir. Oui, j'avais pas eu trop d'informations sur cette affaire-là, mais de toute façon, j'ai envie de dire, on est presque dans le fait divers par rapport à tout ce qu'on voit ces dernières semaines. Donc c'est banal pour vous ? Ça reste malheureusement assez banal, même si ça paraît violent, parce que c'est en pleine journée, parce que c'est au milieu forcément d'une rame et qu'il y a du monde. C'est souvent des choses qu'on voit le soir ou sur des événements particuliers, mais ça reste un fait divers que mes collègues doivent affronter et gérer malheureusement très régulièrement. Sauf que là, on a des images, donc évidemment, ça choque, mais je suis allé voir des collègues dans une sûreté départementale hier après-midi pour passer un petit moment et discuter avec eux. Ça remet les pieds sur terre, honnêtement, sur ce qu'ils affrontent tous les jours. C'est-à-dire je l'ai déjà dit, moi, le pire de ce que la société peut faire. Et quand vous avez des fonctionnaires qui s'ouvrent comme ça pendant quelques heures et qui se disent que finalement le soir ils rentrent chez eux, puis il faut que ça soit, il faut qu'ils fassent le repas, qu'ils s'occupent de leurs enfants alors qu'ils ont traité une affaire sordide de viol, de violence ou finalement ils ont peu le temps de s'occuper des victimes et qu'en face en plus ils ont des gens sans aucune morale maintenant, c'est ce qui revient de plus en plus, qui se rendent pas compte de ce qu'ils font et je pense que c'est un peu ça parce que vous voyez il y a un jeune là qui laisse quelqu'un sur le carreau. Il n'y a pas de pitié, il n'y a plus rien d'humain. Et finalement, c'est ce qui ressort vraiment de la bouche de mes collègues que j'ai pu voir hier, qui s'inquiètent vraiment sur le fait qu'il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de la vie humaine, ça ne vaut plus rien pour une petite partie de notre délinquance. Et c'est vraiment inquiétant. Et c'est surtout très jeune. Enfin, j'espère. Je vois la tête de Grégory Joron. Ils seront libres dans 3 jours, du coup. Ils seront libres dans 3 jours. Ah non.
Bon, s'ils passent en comparution immédiate, ils ne prendront jamais un mandat de dépôt. Comme celle-ci. Hein. Oui, mais monsieur, mais non, mais pas du tout. À une agression d'un policier. Ayez confiance en la justice. Mais j'ai confiance en la justice, mais j'ai aussi un regard sur la justice de temps en temps qui me fait dire que globalement, vous pensez vraiment que les deux types que l'on voit mais moi je vous le dis, mettre par terre un individu seront dehors demain ou je pense plus tard, bien sûr. Oui, mais je veux dire, c'est factuel. 95% des peines de prison ferme prononcées sont de moins de 2 ans. Et dans la loi, c'est pas moi, c'est la loi. On est quand même d'accord pour dire que la loi de Madame Belloubet de mars 2019 prévoit, c'est l'article 132-19 de mémoire, que toutes les peines de moins d'1 an de prison sont de toute façon aménagées. Donc on a... Sauf en comparution immédiate. Hein. Non. En comparution immédiate, vous pouvez avoir un mandat de dépôt le soir. Oui, il peut y avoir un mandat de dépôt. Ouais. Sauf qu'en général, les mandats de dépôt sont prononcés que quand il y a des places en prison, et vu qu'il n'y en a pas, j'ai X exemples. Bah oui, mais c'est ça la réalité. Et donc j'ai X exemples de fonctionnaires de police. Convaincu, hein. Mais oui, mais je sais, mais ouais, alors me dis, quand je dis que c'est dans 3 jours. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place de prison, donc on ne condamne pas en comparution immédiate. En partie, parce que malheureusement, moi, encore une fois, je l'ai déjà dit, des cas assez particuliers de fonctionnaires de police blessés de 21 jours d'ITT, c'est quand même pas rien, et dont l'agresseur est arrêté et qui passe au tribunal en comparution immédiate et qui sort libre avec 6 mois de prison ferme, mais sans mandat de dépôt. Et donc un aménagement. C'est ça la réalité. Il y a deux écoles. Grégory Joron, c'est évidemment les techniques d'analyse scientifique qui vont permettre dans ce cas-là et sans doute dans d'autres cas d'avancer vers la vérité. Évidemment, beaucoup d'améliorations, des techniques de recherche, d'analyse, etc. Mais on le voit de plus en plus, ces dossiers dits cold case là, qui reviennent et qui évoluent forcément parce que la police technique et scientifique avance à grands pas. Aujourd'hui, c'est un des piliers de toute façon des enquêtes. Vous avez notamment... Grégory Joron, sur le cyberharcèlement... Enfin, là, sur cette affaire particulièrement, je pense qu'on a surtout, alors oui, des milliers de messages, et puis on a surtout, à mon avis, 2 catégories. On a vu le jeune homme s'exprimer là, presque, je ne vais pas dire en souriant, parce que ça serait... Il lui a quand même dit, tu mérites de te faire égorger. Hein. Voilà, mais je veux dire, il le dit de manière assez naturelle, en disant, oh, mais je suis allé un peu loin, j'espère qu'elle acceptera mes excuses. Donc on voit bien qu'il y a quand même une perte de la réalité de ce qu'on peut écrire, parce que c'est quand même violent de dire que tu mérites de te faire égorger, et j'espère que ça va t'arriver. Et après de dire, ouais, je suis peut-être allé un peu loin, et donc voilà, bon, mais écoute pas très bien. Je ne pense pas qu'il le pensait, heureusement. Il n'y en a que 2 qui se sont excusés sur les 13. Mais à côté de ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'était ma deuxième partie. C'est que je pense qu'on a de nombreuses personnes qui, malheureusement, pensaient vraiment ce qu'ils ont écrit et pensaient vraiment, quand ils souhaitaient la mort de Mila, à ce que ça lui arrivait. C'est ça qui est un peu plus inquiétant parce qu'en effet, que requérir sur du harcèlement, heureusement, qui n'a pas été suivi des faits, etc., c'est compliqué, ça. Vous avez vu le nombre de policiers qui la protègent, hein. Oui, c'est pas facile. Mais voilà, sa réalité à elle, c'est pas juste des excuses après au final. C'est une vie brisée. Et pour longtemps. Et pour longtemps, oui.